Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier du calibre. Aujourd'hui, sur l'établi, on a une Seiko. Vous voyez cette magnifique Seiko vintage qui est une 6138, modèle Kakume. Donc vous pouvez trouver pas mal d'informations en ligne. Donc là, je regarde. Donc on va essayer de restaurer cette montre. On voit elle est en état pas trop mal, mais il y a quand même du travail à faire. On voit que les dates changent. On voit même la date en japonais. Ça, c'est assez cool avec les Seiko. On voit les heures et le chrono. Donc c'est une montre chronographe. On va regarder si j'arrive à démarrer le chrono en appuyant dessus. Non, marche pas vraiment. Et donc quand on la met sur le time Raffer, on voit les résultats sont pas bons. La montre perd plus de 50 secondes par jour. Le bit error à 7,2, c'est beaucoup trop haut et l'amplitude est quand même très basse à 177. Donc cette montre a vraiment besoin d'une maintenance et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Avant de démarrer la vidéo, j'aimerais vous parler d'un jeu de Noël. Donc Eurotech met en jeu cette boîte de tournevis qui est superbe. C'est des nouveaux tournevis avec des nouveaux coloris. C'est les derniers que j'utilise donc dans mes nouvelles vidéos. Donc si vous voulez gagner ce set de tournevis, je vais vous mettre un lien pour aller sur la page Eurotech d'Instagram. Ok, donc retour à la montre. Donc on voit à l'arrière, on voit le boîtier que je vais ouvrir avec ma balle ici. Donc c'est assez simple à ouvrir. Je l'avais déjà dévissé un petit peu avant. Et voilà, on voit le superbe mouvement. Alors les Seiko, c'est pas des mouvements qui sont très, très décorés, mais qui sont ultra efficaces. Donc mouvement automatique. Donc on n'est pas sur du 61-39, on est sur du 61-38. Donc c'est pas le premier chronographe automatique de chez Seiko qui est le 61-39. Donc voilà, on a enlevé la masse oscillante et là maintenant on a accès à tout le mécanisme. On va retirer la tige de remontoir, bien sûr. On voit ici, là, avec la couronne. Ensuite, je vais pouvoir enlever les petits boutons poussoirs. Enlever le premier, on va enlever le deuxième. Moi, ils étaient assez. Le premier, vous avez vu, il est venu d'un coup. Parce qu'il y avait bah, pas mal de choses à l'intérieur du poussoir là qu'il va falloir nettoyer, des résidus peut-être de peau ou de poussière. J'essaie d'enlever. Super, le mouvement est sorti. Waouh, regardez le cadran. Il est magnifique là avec ce bleu et noir irisé, avec les aiguilles orange. J'adore ce cadran avec ses aiguilles. Là, j'utilise mon outil de chez Burgeon pour enlever les aiguilles. On va les mettre de côté. Voilà. Et on a les deux petits cadrans. Donc, le cadran avec les minutes en bas et le cadran avec les heures du chrono en haut. Donc, là, on va enlever d'abord les minutes et ici les heures. Donc, on voit que c'est un mécanisme quand même qui est assez complexe parce qu'on a un chronographe automatique avec le jour et la date. Donc, il y a quand même pas mal de petites choses dans ce mécanisme. Donc ça va être fun, on va démonter tout ça, voir ce qui se cache à l'intérieur et le but, bah, c'est de retrouver à la fin de tout nettoyer. On va tout remonter en graissant ça proprement, huilant ça proprement et on espère avoir un meilleur résultat sur le time grapher à la fin et aussi une montre qui a un meilleur look que ce qu'elle avait au début. Donc là, je vais enlever le cadran, ce magnifique cadran bleu, on voit il est pas abîmé. Pour moi, il est d'origine, alors je suis pas un expert, de Seiko, mais le cadran a l'air d'origine. On voit les petites marques en bas, à côté du 7 heures et du 5 heures. Les les aiguilles aussi, toutes pour moi, cette montre est d'origine, mais elle est dans un état, en fait, il y a que le verre était rayé, le boîtier un peu rayé aussi. Mais je pense qu'une fois qu'elle sera restaurée, j'aurai une petite Seiko Kakume à mettre dans ma collection là, qui sera superbe. Voilà, on va mettre le cadran, on va le protéger dans cette petite boîte qui est conçue, spécialement pour ça. Et ensuite dessous, hop, vous voyez là, il y a un disque qui vient supporter le cadran. Et là, je viens enlever, on a un circlips. Je viens gentiment remonter là avec la lame et je vais venir le récupérer. Voilà. Et ce circlips, en fait, il tient. Donc là, on a la date avec le jour ici que je suis amené à enlever au centre. Et ensuite, on a la date sur l'extérieur avec ses cadrans, enfin, sur un fond noir. Magnifique. Donc là, je vais venir desserrer et retirer cette pièce-là, en fait, qui maintient, il y a plusieurs pièces là qui maintiennent
bah, le calendrier, en fait, cette roue de calendrier autour en place. On a aussi là le ressort pour le saut des jours qu'on a à retirer au centre. Voilà, on vient enlever les 2 pièces. Maintenant qu'elles sont enlevées, on a le ressort ici qui permet de faire sauter, bah, pareil, la date et avec mes Bruxelles en carbone, là, on va venir le retirer tranquillement et on va venir mettre tout ça dans la boîte. Tout va rester protégé le temps qu'on démonte le mouvement et qu'on nettoie tout ça. OK, vous allez voir sur ce mouvement, donc on est sur un chronographe, mais qui est complètement différent. L'architecture est complètement différente des chronographes, suisses, si on veut. Franchement, la première fois que j'ai démonté, ce chrono-là, je m'y retrouvais pas du tout. L'architecture est pas du tout la même. Donc là, je démonte le mécanisme, vous voyez, avec même avec des pièces en plastique. Donc ça, c'est le mécanisme pour le changement de date, en fait, qui fait tourner la date quand ça passe à minuit. Voilà, vous voyez, je mets tout ça ensemble, on va le garder de côté. Ensuite, on a les petits trous intermédiaires ici, avec une vis. Donc aussi sur ces mécanismes-là, quand je connais pas trop, j'aime bien replacer les vis, comme sur les enfin d'ailleurs, c'est un chronographe. Vous voyez, là, je vais replacer la vis. Comme ça, je suis sûr que cette vis, elle est, forcément, elle a une taille particulière et je ne la mélangerai pas avec les autres dans le mécanisme. Voilà, et vous voyez la vis que j'avais enlevée aussi pour la roue. Vu que c'est la première fois, je suis pas vraiment familier avec ce mouvement-là, il vaut mieux être, jouer sécurité et pas prendre risque, en faisant le cow-boy un petit peu et en démontant tout et à la fin se dire: «Bah, regarde cette vis, elle est légèrement différente, je me souviens plus si elle va là, là ou là». Au moins en les replaçant, on évite ces questions. Donc là, on voit, on a un plateau, en fait, où, tout le mécanisme pour la date, pour le mécanisme de date était monté dessus et en dessous, ben, on va retrouver le reste du mécanisme. Là, on a la roue des heures. Je vais pouvoir enlever la chaussée qui est montée en friction, donc sur tous les mécanismes que j'ai vus jusqu'à maintenant, voilà. On va enlever les roues, voilà, il va y avoir plusieurs roues intermédiaires là, la roue des minutes et donc là, j'ai libéré le but en fait, c'est d'arriver jusqu'à la chaussée pour pouvoir enlever la chaussée. Une fois que la chaussée est enlevée, vu qu'elle est montée en friction, je vais pouvoir démonter tout l'autre côté, le côté où il y a le balancier. Donc d'abord, on a tout le mécanisme, on va démarrer, par le haut forcément. On a tout le mécanisme du remontage automatique. Donc on voit un mouvement avec, 21 rubis, ce qui est pas trop mal. Après c'est un mouvement assez complexe donc on va voir plus que ça. Voilà, là on enlève la roue qui vient se connecter après à d'autres roues en dessous. On l'a vu avec un long pivot et un engrenage tout au bout. Pareil, là on a ce plateau-là où tout vient poser dessus. Donc vous voyez les mouvements, japonais en général de chez Seiko ou au moins les anciens mouvements japonais. On voit la décoration, c'est pas leur truc. Enfin le mécanisme, on peut pas dire que ce soit un mécanisme qui soit joli à regarder, comparé à d'autres montres, par exemple même que ce serait des Omega ou des Longines. Le mécanisme est pas super sexy, couleur acier sans, décoration. Alors il y a un petit peu de grainage sur certains ponts, mais rien à voir avec des niveaux de finition qu'on peut trouver dans d'autres, mécanismes suisses de cette époque. Donc là, ils cherchent vraiment l'efficacité, quoi. C'est vraiment, l'efficacité du mouvement. C'est des montres, alors forcément, elles datent d'une autre époque, donc je sais pas trop en termes de prix comment elles se positionnaient par rapport aux Suisses. Je pense pas elles étaient forcément bon marché, mais par rapport à une Omega ou une Longines, je sais pas vraiment s'il y avait beaucoup de différences. Mais vraiment axé sur l'efficacité et on voit là le mécanisme avec beaucoup de pièces. Donc là, j'enlève tous les ressorts du chrono avant de avant d'enlever les pièces. Voilà et on voit le mécanisme, vous voyez, beaucoup de pièces les unes sur les autres. On voit, la roue c'est une roue à colonne, donc c'est quand même un chronographe avec une roue à colonne. On est,
sur un embrayage vertical et non latéral comme on peut avoir, sur beaucoup de chronographes suisses. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc c'est complètement une architecture qui est complètement différente. Forcément, la finalité est la même. On a un chronomètre automatique, un des premiers. Donc ce n'est pas le premier, comme j'ai dit, Seiko avec un mouvement automatique. Alors après, il y a le long débat entre si c'est Seiko qui a fait le premier, si c'est Zenith avec le El Primero ou si c'est le calibre 11 de chez Tiger, Breitling, en fait, l'association qu'ils avaient fait. Ça dépend, ce qu'on prend, si le premier commercialisé, le premier à être, montré au public, il y a différents, mais Saiko était un des premiers avec le six, je crois que c'est le premier qui est sorti, à la vente. C'est eux qui ont sorti le premier à la vente avec le 6139, et donc là, on est avec son successeur, donc vraiment, voilà, un des tout premiers, calibres, de chronographe automatique. OK, donc on voit, il y a quand même pas mal de pièces aussi. Je trouve qu'il y a, je sais pas s'il y a plus de pièces, mais donc là, je le répète, on est sur un mouvement qui est quand même assez complexe. Sur ma chaîne, j'ai déjà restauré un Omega avec un calibre, 1040. Donc on est à peu près sur le même type de complications, et on voit, ouais, il y a quand même beaucoup de pièces sur le 1040 aussi, il y a beaucoup de pièces. Vous avez vu là, j'ai enlevé le balancier, donc qui est monté sur un pont. Là, c'est assez particulier aussi. Normalement, on a juste, le balancier, il flotte en fait d'un côté, il y a pas de 2 vis de chaque côté. Là, c'est avec 2 vis de chaque côté. Voilà, il y a une pièce qui est tombée, ça c'est une pièce qui est tombée de l'autre côté, qui était sans doute, là je regarde d'où elle vient. Forcément, il faudra retrouver tout ça. Alors les Seiko, l'avantage qu'il y a avec Seiko, hem, c'est qu'il y a pas mal de documentation, en ligne. Donc si vous cherchez, des documents techniques pour démonter, remonter ou mettre l'huile, même sur ces vieux mouvements de chez Seiko, alors c'est des mouvements du début des années 70, bah, vous trouvez facilement. Donc ça, c'est plutôt bien parce que c'est pas forcément le cas d'autres mouvements. Donc voilà, là, ça aide grandement au démontage et remontage, faire de la bonne manière. Donc là, on voit la roue du chrono au centre. On enlève des roues intermédiaires et ensuite on a toutes les roues du train. Voilà, la roue d'échappement qui est quand même, qui a une forme, on reconnaît, hein, qui est assez classique. On a un petit pont intermédiaire en dessous avec, vous voyez, un rubis qui vient venir tenir, la roue centrale qui est sous le barillet. Là, voilà, on va enlever le barillet et maintenant on a accès à la roue centrale. Donc là, voilà, on a déjà démonté pas mal de pièces, hein, et il reste de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on a aussi des pièces pour le chronographe, notamment pour la partie, heure. Donc on voit avec des ressorts, des bras ici, vous voyez, avec cette tête-là qui va venir, comme, ça fait l'office de marteau, ou de frein sur la roue. Voilà un autre. Donc on voit là, il y a une pièce, vous voyez la pièce en haut aussi, elle a une forme très, très bizarre. Donc encore pas mal de pièces à démonter. On voit sur le banc là, ça commence à s'accumuler, correctement. Utiliser un petit peu de Rodico pour enlever cette pièce. J'avais du mal, elle ne venait pas avec la Bruxelles, voilà. Encore des pièces à enlever. Ouais, il y a des pièces avec, qui s'emboîtent les unes dans les autres avec des formes assez particulières. C'est quand même très, très complexe comme mouvement. J'imagine les ingénieurs là dans les années, 70, alors j'imagine, sans ordinateur ou avec les premiers ordinateurs peut-être, qui ont calculé et qui ont mis au point ce mécanisme. C'est quand même assez bluffant. Comme on l'a dit, ce mécanisme, il est pas, très joli, donc voilà, on n'est pas, estomaqué devant la finition de ce mécanisme, mais vraiment devant la complexité. Quelque chose qui était fait dans les années 70, voilà, sans, comme on l'a dit, c'est probablement sans ordinateur ou des ordinateurs très sommaires. Designer toutes ces pièces et ce mécanisme-là avec, voilà, comment les pièces, interagissent entre elles, c'est vraiment,
assez impressionnant. Je trouve ça même plus impressionnant, si vous voulez, les les chronos, suisses, ou les mouvements suisses. Il y a quand même une base, commune, même sur celui-là, il y a quand même une base commune aussi de pièces qui reste assez similaire à d'autres mouvements. Mais je trouve qu'ils sont allés beaucoup plus loin, heu, c'est beaucoup plus unique en fait, dans le mécanisme que ce qu'on peut trouver, par exemple en Suisse à la même époque, si on prend, un Omega, un Longines, une Rolex, peu importe, Jaeger-LeCoultre, il y a quand même les mouvements sont assez similaires. Certes, il y a des petites différences, mais là, on est forcément, d'un point de vue géographique aussi, on n'est plus du tout au même endroit. Sans doute, pas du tout les mêmes écoles non plus et on voit la différence. Ils sont partis totalement sur un autre design, quoi. OK, là, on voit la tirette. Ici, on a le ressort de bascule et la bascule, voilà, que j'ai enlevé. La tige de remontoir et puis voilà, il reste les 2 petites pièces ici avec le pignon coulant et le pignon de remontoir et je pense qu'on est plutôt pas trop mal. Alors il reste que peut-être, quelques pièces à démonter aussi qui étaient sous, d'autres pièces. On va remettre le balancier dessus. Vous voyez ce balancier qui est au centre de ce pont. Donc si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous inscrire, à la chaîne. Cliquez aussi sur le bouton j'aime si vous aimez la vidéo, comme ça va nous aider à promouvoir les vidéos et en faire, encore plus et de meilleure qualité et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche si vous voulez, recevoir les notifications, dès que je poste la prochaine vidéo. OK, on va remettre les vis, les 2 petites vis là qui sont sur, le pont de barillet, voilà et ça, c'est prêt parce qu'on va mettre toutes ces petites pièces aussi là. Ah, on voyait une pièce qui est tombée dessous là, qui n'était pas encore, démontée. OK, on va essayer de démonter le barillet pour avoir accès au ressort qui se trouve, au milieu. Et d'abord aussi l'arbre de barillet à enlever. Alors là, on voit, c'est pareil, il y a une petite roue là qui est sur le couvercle là. Encore quelque chose de complètement différent. Là, je vais essayer de l'enlever là. Parce que je ne sais pas trop à quoi m'attendre dessous là, c'est assez délicat. Cette forme-là est vraiment différente aussi, voir si j'arrive à l'enlever gentiment, non. Ça veut pas venir, je sais pas trop comment faire là. Dans ces moments-là, il faut prendre le temps. Je vais essayer de soulever par-dessous ouais, ça a l'air de venir. Voilà, parfait. Donc on voit là le dessus, il y a une petite roue qui est intégrée. Ça, c'est pareil à usiner, c'est fou. Je sais pas ce qu'ils avaient à l'époque comme machine, mais c'est probablement usiné un morceau ou soudé, je sais pas. Voilà, là, j'ai enlevé l'arbre de barillet et maintenant on va pouvoir sortir le ressort. On voit qu'il est assez sale, on voit là mes couvres là, doigts qui se noircissent parce que ça avec la graisse, normalement sur les ressorts automatiques, on utilise sur les flancs une graisse en graphite. Donc c'est sans doute ça là. Donc on va nettoyer tout ça justement pour enlever, tout résidu de graisse et d'huile sur les pièces et ensuite on va forcément les remonter et en mettant, les huiles et les graisses, proprement. Voilà, donc les pièces ont été nettoyées, donc on va pouvoir passer, au remontage. La première étape, bah, ça va être de remonter, si vous voulez, le ressort pour qu'on le remette dans sa forme, pour qu'il soit prêt à être réintégré, dans le barillet. OK, donc là, j'essaye de le passer, voilà, je le remonte gentiment avec mon outil Burgeon pour remonter les ressorts. Donc c'est un outil très pratique et qui permet de réutiliser les ressorts, une fois, démontés et nettoyés. C'est un set d'outils parce qu'il faut plusieurs embouts pour les différentes tailles qui coûtent assez cher. Donc ceux qui démarrent dans cette passion, je leur conseille pas d'acheter parce que ça coûte, à peu près dans les 600 € là, cet outil, donc c'est très cher. Je leur conseille plutôt d'acheter, si vous au moins pour être sûr d'abord que, ça vous plaît et que vous voulez continuer, achetez les ressorts. Achetez les ressorts, vous pouvez acheter les ressorts. Un ressort, ça va coûter entre allez,
6, 7, 10, maximum 15 € le ressort. Donc c'est forcément beaucoup plus économique que d'acheter un set de remontoir là, comme le mien qui coûte assez cher. Et après, bah, si ça vous plaît et que vous êtes prêt à investir, vous pourrez en acheter un. Mais au tout début, je vous conseille, bah, dès que vous enlevez un ressort, d'en remettre un neuf dans la montre que vous révisez. Déjà, c'est mieux et de 2, comme je l'ai dit, d'un point de vue investissement, c'est quand même, beaucoup plus intéressant. OK, donc là, on va retirer la poignée, une fois que le ressort a été remonté. Donc là, je vais gentiment la lever avec cette pince, voir un accès dessous. Donc tout doucement, en essayant voilà. C'est assez serré au centre et le but, c'est bien sûr de maintenir le ressort, donc là, vous voyez, avec mon autre doigt, j'essaie de la pousser vers le haut pour faire monter là. Donc ça vient tout doucement. Voilà, il faut pas se presser. C'est de maintenir le ressort dans l'outil. On y est presque là, je crois. Voilà, parfait. Et maintenant le ressort, donc qui est dans l'outil, on va venir le positionner. D'abord, on va mettre de la graisse. Quand on dit mettre un petit peu de graisse au fond, donc ça c'est de la 8200. Quelques gouttes au fond pour lubrifier, voilà, qui est pour réduire, toute friction. Et ensuite, on va mettre de la graisse, graphite sur les flancs. Donc là, vu qu'on est sur une montre automatique, le ressort va glisser sur les flancs de la montre sur les flancs du barillet, pardon. Donc il faut qu'il glisse, mais pas trop. Donc là, voilà, on utilise cette graisse spéciale et je vais pouvoir venir le mettre en position et en pressant dessus, tac, on va insérer, voilà, le ressort a été inséré dans le barillet et on va pouvoir assembler le reste. C'est-à-dire d'abord, on va mettre une petite goutte d'huile au centre où l'arbre de barillet va venir se glisser. OK, il est en place et on va pouvoir mettre le couvercle par-dessus. Mais d'abord, pareil comme on a fait en bas, on va mettre une petite goutte d'huile pour lubrifier le point de rotation et le couvercle qui va venir par-dessus. OK. La prochaine étape, c'est on va s'occuper des rubis du balancier. Donc là, vous voyez, on est sur un système de choc qui est complètement différent. Donc on fait tourner là ce petit triangle et vous voyez, il y a un doigt qui s'est libéré. Là, on a le deuxième doigt qui va venir se libérer et voilà, ça y est, c'est dehors. J'aime bien faire ça avec, 2 outils là pour le faire tourner. On va venir récupérer les rubis au centre, qu'on va nettoyer et qu'on va huiler et ensuite on va les replacer forcément dans le balancier. Donc on fait ça bien sûr, il y a des 2 côtés. Donc de l'autre côté, du balancier, donc côté cadran, on va trouver, le même rubis. Donc là, ce que je fais, je les traite dans une solution qui s'appelle, Epilam après les avoir nettoyés. Donc c'est une solution en fait qui va faire c'est un traitement de surface et c'est un traitement qui a la propriété en fait de retenir, l'huile et que l'huile ne s'étale pas, reste compacte en fait sur la surface. Donc comme ça, le point d'huile, la goutte d'huile que je vais déposer, forcément dans une position bien précise qui est le plus possible au centre, du rubis, beh, elle va rester là et c'est si vous voulez, elle va l'axe du balancier va rester, dans l'huile bien plus longtemps. Donc voilà, je vais mettre une goutte d'huile au centre et ça forcément ça va étendre la vie, de la montre avec, cette huile-là qui sera plus optimum que si on n'avait pas de traitement. Donc maintenant que le traitement, enfin la goutte d'huile a été déposée, on a refermé, on a remis le chaton et là, voilà, on va le remettre au centre sur le balancier. Juste un petit check qui soit bien aligné, parfait. Et on vient repositionner. Donc là, je viens repositionner dans un premier temps. Et maintenant, on va faire tourner comme on a fait pour le démonter. Donc j'ai déjà mis un côté.
On va mettre le deuxième. Il y a une petite fente. On va venir l'introduire gentiment dans cette fente-là. Voilà. Faire tourner et il reste le troisième. On va aligner avec la fente et une fois qu'il sera en face de la fente, on va venir presser dessus pour le faire passer dessous et voilà, les 3 sont en place. On fait la même chose de l'autre côté, bien sûr parce que, ben, voilà, l'axe du balancier, si on le lubrifie que d'un côté, c'est pas bon parce que le balancier, va tourner, ça va dépendre si la montre, le cadran dessus, cadran dessous, on n'aura pas la même lubrification, donc pas la même résistance, si vous voulez, de l'axe du balancier. Donc la montre, n'aura pas la même précision, si elle repose côté cadran ou si elle repose de l'autre côté. Donc ça, c'est très important et forcément aussi, c'est pour la lubrification et pour, but de réduire la friction et d'améliorer la précision et l'amplitude de la montre, mais aussi pour éviter, des usures. Si on a un contact, métal contre métal ou métal contre, le rubis là, qui est une matière très, très dure, on va avoir une usure prématurée et une fois que les pièces se sont usées, la montre, forcément, elle tiendra pas l'heure correctement et en plus, quand on va la réparer, il va falloir changer les pièces, ce qui peut être très coûteux sur des montres vintage parce que, on trouve pas beaucoup de pièces ou des pièces, sont plus fabriquées. Donc ça peut être très cher des fois de retrouver des pièces. Donc c'est pour ça qu'il faut bien maintenir, faire la maintenance de vos montres, qu'ils soient vintage ou pas d'ailleurs. Si vous voulez avoir une montre parce que si elle est c'est fait proprement, on peut avoir une montre qui va durer, des centaines d'années sans problème, mais il faut qu'on ait, le service qui soit fait à intervalles réguliers. OK, donc on va attaquer le remontage. Donc là, je dépose de la graisse sur la tige de remontoir. On a fait pareil sur le pignon de remontoir. Je viens essayer de placer au centre et là maintenant, on va venir mettre le pignon coulant et on va venir insérer tout ça en le maintenant. C'est pas facile, à insérer ces pièces-là dans cet ordre, mais c'est l'ordre de remontage qui est demandé, sur la doc technique. Voilà, c'est en place. On va mettre une petite goutte de graisse au centre du pignon coulant où on va mettre, la bascule. Voilà, on va huiler différents points. D'abord la tirette. Donc jusqu'à là, on est sur du classique que je viens positionner. On va venir lubrifier le bout ici qui va venir en contact avec, la bascule et plus tard le renvoi. Donc tous ces points là, vous voyez ces points que je suis en train de graisser, ça c'est dans le c'est dans la datasheet si vous voulez, dans la doc technique. Donc ça vous dit où graisser et aussi ça vous dit, quel type de graisse mettre et ça vous dit aussi bien sûr, ce qui est important, dans quel ordre il faut assembler les pièces. Quel est l'ordre le meilleur ordre. Voilà, bien graisser les points de pivot ici et là, je vais pouvoir mettre la bascule en place qui va venir se mettre au centre ici. Centre du pignon coulant, voilà, parfait. Donc pareil, là, je viens huiler, graisser les différents points qui sont demandés dans la doc technique de chaque pièce. Donc celle-là, on voit, il y a plusieurs points de contact. Donc tout doit être huilé, graissé. Voilà, et là, on voit cette pièce est ultra complexe là. Donc j'ai utilisé tous les points de pivot aussi là de chaque roue qui sont sur cette pièce pour être sûr que tout tourne bien avec le moins de friction possible. Donc là, on est sur les mécanismes de changement de date rapide. Le ressort, donc ça, c'est un ressort qui est ultra puissant toujours, le ressort de bascule. Donc là, je viens le maintenir en place là avec cet outil en plastique et avec ma Bruxelles, on va venir armer le ressort. Ouh là, il y a quelque chose qui est sorti. Voilà, là, je le remets en place. Pas facile là, vous voyez, de tout faire d'un coup. Je viens appuyer dessus. Voilà, là, ça a l'air pas mal.
et avec le ressort là, vous voyez, ça a tendance à faire sortir la pièce. Donc attends, il y a quelque chose qui va pas. Voilà, ça, c'était pas dans le bon sens. C'est mieux comme ça. Donc là, on va remettre le ressort, enlever forcément la graisse qui était pas au bon endroit. Tout ça, utiliser un petit peu de Rodico pour nettoyer et c'est pareil après même la graisse, s'il y a des excès de graisse, toujours nettoyer, parce il faut forcément en mettre, mais pas trop. Parce que si on en met trop, ça peut faire l'effet inverse. Les pièces, elles vont coller entre elles, ça va créer de la friction entre les pièces, donc c'est pas bon. Donc il faut mettre, le minimum, mais qu'il y en ait assez forcément pour lubrifier les pièces. Voilà, donc là, je viens armer le ressort et je vais venir positionner ce bras en place et on va gentiment relâcher le ressort. Voilà, et là, ça tient bien en place. Parfait. Cette pièce-là qui va venir maintenir le tout sur le dessus, donc qui maintient la tirette en place et on a aussi dessus l'arbre pour le ressort de bascule. Voilà, on va sécuriser tout ça avec les 2 vis. Donc on sait que dessous là, maintenant, le ressort, tout ça, rien ne bougera et je viens armer le renvoi. Parfait. Donc là, je repositionne la pièce qui n'était pas bien positionnée et vous voyez, j'ai attrapé le ressort qui était dessous. Voilà, là, c'est mieux. J'aurais dû le faire dans cet ordre-là. Donc on continue le montage et vous voyez donc le démontage toujours dans une montre. Le démontage est toujours assez rapide, mais peut-être, 15 minutes, 10, allez entre 10 et 20 minutes pour, démonter une montre. Après forcément il y a des étapes, plus la montre est compliquée, plus ça va prendre de temps. Mais le remontage est toujours beaucoup plus long que le démontage. J'ai pas chronométré sur cette montre-là, mais bon, en plus, des fois, on le fait à plusieurs fois parce que s'il manque une pièce ou une pièce est cassée, le temps de commander une pièce. Mais sur une montre comme ça, le remontage, c'est plusieurs heures. C'est plusieurs heures. Donc il y a vraiment une grosse différence entre le montage et le démontage et le remontage. Forcément, là, le temps de, voilà, de tranquillement, de mettre les pièces dans le bon ordre, de graisser, de huiler, de vérifier à plusieurs étapes si tout fonctionne bien. Ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend beaucoup plus de temps. Voilà, donc là, maintenant que j'ai assemblé les pièces, côté cadran, j'en ai assemblé assez pour passer de l'autre côté. Donc d'abord, on a cette roue de centre, vous vous souvenez, qui passait sous barillet. Donc on va la mettre en position et on a ce pont intermédiaire là avec ce rubis qui vient positionner et qui va venir centrer comme son nom l'indique, cette roue de centre. Ah, on a une vis assez grosse là. Regarde si ça tourne, parfait. Je repasse de l'autre côté pour pouvoir mettre forcément la chaussée maintenant que la roue de centre est montée. Là, je vais venir l'appuyer, presser dessus, clac. Voilà, c'est en position. Montage en friction, on va venir huiler. Le point de pivot ici pour la roue des minutes. Voilà, la roue des minutes qui vient en place. Juste qu'elle trouve sa position entre toutes ces dents là. Voilà. Et la roue des heures qui vient par-dessus. On avait une roue intermédiaire ici, en plastique. Alors oui, vous avez vu, on avait déjà aussi pour le mécanisme, du calendrier, des pièces en plastique. Donc sans doute, les personnes qui ont conçu ce mécanisme, les ingénieurs ont jugé que ces pièces-là n'avaient pas besoin, avec la force qui était exercée dessus, pas besoin d'être en métal, mais le plastique suffisait. Donc forcément aussi, ça fait réduire les coûts de production et aussi, le coût de la montre. Donc là, on voit, on a une roue, de chrono. Donc ça, c'est la roue pour les heures avec, sa came en forme de cœur. Donc quand on va remettre la roue à zéro, voilà, le marteau va venir se positionner sur la partie plate, de ce cœur.
Ici, on a le frein. Vous voyez, cette pièce, en fait, va venir se bloquer contre le disque et va venir freiner quand on arrête le chrono. Ça va venir freiner la pièce. Voilà. Ici, on a un bras qui fait plutôt office de ressort. On voit la pièce a une forme vraiment, très, très particulière. Donc là, on va venir armer ce fameux ressort. Voilà, parfait. Et donc on a ce long bras là, vous voyez avec cette tête là, cette tête ici. Et en fait, cette tête, elle va venir taper, la roue des heures, taper sur la came en forme de cœur et ça va venir faire, comme on l'a dit, quand il y a un à 0, ça va venir la mettre sur la position plate pour venir recentrer, le la l'aiguille des heures, toujours la même position. Donc c'est un mécanisme de chrono, assez classique, mais on voit, c'est une manière complètement différente de le faire. Voilà, on va venir lubrifier tout ça. La partie plate ici, qui va venir s'appuyer contre la roue. OK, continue et on a ce long ressort là, ce long bras de ressort qui va venir mettre ce beau mécanisme ou cette partie de mécanisme en tension. Et voilà, avec des ressorts là plus classiques. Déjà là, on voit là, c'est pareil, la complexité pour passer ces ressorts. Vous voyez, il doit passer sur cette pièce, devant cette pièce, derrière cette pièce. Là, je vais le maintenir en position. Toujours pareil, avec un outil pour être sûr que qu'il vole pas si ça lâche. Et là, je vais le faire passer par-dessus et armer tout ça. Voilà, elle est passée, vous voyez, derrière ce petit point. Et là, le ressort normalement est armé. Parfait. Vérifie que tout soit bien en position. Et on va pouvoir venir mettre, vous vous souvenez, il y a un niveau ici. Voilà, on va tout aligner. Il y avait le pivot là de la roue de chrono des heures qui doit être aligné aussi. Une fois que tout est aligné, comme à chaque fois, vous voyez, là, on va presser gentiment jusqu'à ce que tout tombe en place. Et une fois que c'est en place, on va venir visser ça et on va sécuriser tout ce beau monde là qui est sous ce déjà pas mal. On a déjà pas mal de pièces là qui sont sous ce plateau là. Et encore, c'est qu'un côté du mécanisme. Voilà, donc je suis sur la vidéo, malheureusement là, j'ai loupé, une partie du remontage, côté balancier. Donc j'aurai l'occasion de filmer d'autres montres, hem, d'autres montres, Seiko. Mais on voit que déjà, rien que sur cette vidéo-là, on est déjà sur une vidéo qui est assez longue avec un mouvement, assez complexe. Donc normalement j'ai un 6139, qui est, en cours de révision. Donc c'est un mécanisme extrêmement similaire et j'aurai aussi plus tard une, 7016, donc une Seiko Monaco qui apparaîtra aussi sur la chaîne un petit peu plus tard. OK, donc là, on va remonter le mécanisme pour le calendrier. Donc on est côté cadran. Voilà, cette roue là qui vient, vous voyez, un petit peu sous le pont. On a, vous vous souvenez, les pièces en plastique là qui viennent, driver le calendrier. Le ressort pour indexer, la date. Pareil que je vais venir armer gentiment, mettre en position. Voilà, parfait, il est en position.
On va venir graisser le bout là. Justement, c'est ça qui fait sauter, c'est ça qui fait sauter la date. On va ressortir, on va commencer à, remonter, tout ce qui est calendrier, tout ce qui est cadran. Donc on va commencer par la date qui va sur l'extérieur. Voilà, on va venir armer ce petit ressort, voilà, vous voyez, qui vient indexer entre ses dents. Remettre les pièces qui maintiennent, ce disque en place. On a la première là. On en avait une grosse de l'autre côté aussi. Voilà, elle est là, avec ce bras là qui sert aussi à indexer, les jours. 3 petites vis là qui tiennent, cette grande plaque. Voilà, on va venir mettre ça en place et ensuite on devrait pouvoir rajouter, heu, le calendrier du milieu, donc les jours. Et d'abord, il y avait cette petite roue là, vous vous souvenez que j'avais remis la vis pour pas la mixer, donc ça c'est pour le changement rapide de date et de jour. Voilà, et là, on va prendre le calendrier avec la roue avec les jours qu'on va venir mettre au centre. Donc pour ça, il faut pareil, il faut que j'arme, il y a le ressort dessous qui sert à indexer cette roue. Donc là, vous voyez, elle est en position, elle tourne. C'est pas vraiment indexé. Toujours pas là. Là, vous voyez, le ressort, il est dessous. Là, je vais essayer de l'armer. C'est pas facile à faire. Essayer de le pousser gentiment. Là, ça a l'air pas mal. Là, il a l'air d'être indexé. OK, on vérifie. Si on fait tourner, changement de date, la date et les jours. Parfait. Ça tourne bien. Super. Donc cette partie-là est faite. On peut remettre le petit circlip, ce qui va maintenir tout ce beau monde en place. Juste venir presser dessus. Voilà, il est en place. Donc on est pas mal du tout là. OK, dernière vérification, bien. On est pas mal. Donc il restera plus qu'à remettre le cadran. On va remettre le cadran, mais d'abord, vous vous souvenez, il y avait ce disque qui venait dessus là. Il faut on aligne chaque oreille de chaque côté, voilà, avec les trous où on va avoir les pieds du cadran qui vont passer à travers. Une fois que le cadran est en place, là, on a mis le cadran. Voilà, on va le remettre en place gentiment. Hop, ça a bougé. Donc là, ce disque, il y a rien qui le tient en place, hein. C'est une fois que le cadran sera mis, c'est les pieds du cadran qui vont le tenir. Ouais, donc là, je vais aligner. Vous voyez là, les pieds qui sont dessous là, c'est des tiges qui sont sous le cadran. On va venir les aligner dans ces trous et voilà, le cadran va tomber parfait. Magnifique, magnifique cadran sur ce modèle, j'adore. Et là, je vérifie que le chrono fonctionne. Une fois que le cadran a été remis, comme ça aussi, ça permet de remettre le chrono à zéro. Voilà, j'appuie plusieurs fois pour être sûr qu'il est bien à zéro. Comme ça, quand on va remonter les aiguilles du chrono, je sais que mon chronographe est à zéro. Donc, j'ai pas de doute. Ensuite, OK, vous voyez l'aiguille, donc on a l'aiguille des minutes. Heu, la peinture au milieu est partie, elle est cassée, donc on va le refaire. Donc d'abord, je vais enlever, la peinture existante, le Luminova qui était existant.
Voilà, on enlève tout ça, on va les nettoyer. Je vais les passer sans doute dans la machine à ultrasons aussi pour enlever le reste et je vais refaire, un nouveau Luminova. Donc là, c'était du blanc, donc j'utilisais une poudre blanche, heu, un une laque. On va mélanger tout ça jusqu'à ce que j'obtienne une consistance, correcte, donc qui est à la fois, pas trop liquide, mais, un petit peu liquide aussi pour pouvoir l'appliquer correctement et là, je vais venir le mettre, vous voyez, sur chacune des aiguilles, gentiment, voilà, vous voyez, je viens le tirer en mettant assez dessus et là, ça va venir remplir et on va laisser sécher. Je laisse sécher ça pendant quelques temps et on les remontera plus tard. OK, on va se concentrer donc ça, vous voyez là, le joint, il est complètement sec, il est tout dur. Le boîtier, le verre est pas, tip top. Donc on va voir ce qu'on peut faire. D'abord, je vais essayer d'enlever le verre. Donc là, avec un ouvre, voilà, j'arrive à enlever la couronne et le verre qui vient, voilà, le verre qui vient assez facilement avec des joints dessous. On va aussi changer parce que ces joints-là, ils sont forcément, ils sont vieux et on va mettre tout ça dans la machine à ultrasons pour, enlever. Donc d'abord, j'enlève, vous voyez, le maximum là de détritus là ou de poussière ou je sais pas, sur la montre et ensuite tout ça dans la machine à ultrasons, on va finir de le nettoyer. C'est assez sale, vous voyez même dedans là, là où il y a les boutons poussoirs et voilà. Une fois que c'est propre, là, il est passé à la machine à ultrasons. Donc le boîtier, alors bien sûr, il est pas poli. J'aime garder les montres en état, d'origine, sans polissage, mais on voit que le boîtier est beaucoup plus propre. Donc on va remettre, tous les joints dans un premier temps. On va changer de verre aussi. J'ai acheté un nouveau verre. Voilà, le premier joint, toujours lubrifié dans du Molykote là, ce qui aide, pour l'étanchéité des joints. Voilà, là il est en position et voilà le nouveau cristal que j'ai commandé. La taille est parfaite. Ça, sur les Seiko, vous pouvez trouver pas mal sur internet d'informations sur les verres, selon les modèles. Voilà, je viens réaligner pareil la lunette, mieux possible, pour qu'elle soit après une fois qu'on va ajouter le cadran et là je viens la presser en place avec, ma presse, Burgeon. J'appuie dessus et voilà, elle est en place. Parfait. Le cadran, on va faire sauter la date. Voilà, ça arrive. Tac. Parfait, la date a sauté. Donc, quand la date a sauté, ça veut dire que c'est minuit. Donc, l'aiguille des heures, on va la positionner, on va l'aligner sur minuit. Et là, on voit aussi le finish de l'aiguille qui a été refaite au centre. Vous souvenez, là, le Luminova blanc. Donc, on voit là le finish qui est parfait. Et je vais venir la presser l'aiguille en position avec mon petit outil Orotech là pour venir installer les aiguilles. Très bon outil pour installer les aiguilles. Vous pouvez les faire à la main aussi avec des outils, mais c'est quand même, beaucoup plus précis et beaucoup plus facile de le faire avec un outil, comme celui-là de chez Orotech. Et on met l'aiguille des minutes, pareil qu'on a aligné à minuit. Après c'est en position. Ensuite, l'aiguille centrale du chrono, donc qui est alignée sur pareil, sur minuit. Bien la presser en position. Et il nous restera les 2 aiguilles des sous-compteurs. Donc celle-là, c'est celle des minutes. Voilà, que je viens aligner. Vous vous souvenez, on avait fait un reset du chrono aussi pour être sûr que tout soit bien à 0 au niveau du chrono. Et celle des heures,
sur la partie supérieure du cadran. Voilà, on vient l'aligner. Parfait. Et on va venir aussi, voilà, presser celle-là, c'est la dernière. OK. Donc voilà, toutes les aiguilles ont été installées. Le cadran est propre. On va pouvoir le remettre dans le boîtier avec son nouveau verre, son nouveau cristal. Forcément, quand on met un nouveau cristal, ça donne un look qui est complètement différent à la montre, qui est beaucoup mieux. Donc là, vous voyez, j'ai pas réinstallé toutes les pièces encore sur le mouvement. Je vais pas réinstaller la partie automatique. D'abord, on va s'assurer que tout fonctionne ici. Donc là, je remets la tige de remontoir. On va pouvoir remettre les boutons poussoirs avec les ressorts. Voilà. On voit, ça vient bien pousser là contre le mécanisme du chrono. Et ensuite, en poussant les boutons poussoirs, on va mettre cette bague autour. C'est ça qui va maintenir les boutons poussoirs en place. Voilà, parfait. Et maintenant, maintenant que ça a été fait, on va pouvoir remonter le mouvement de la partie automatique. Donc cette roue-là qui vient se connecter au barillet, qui va être en contact en fait, qui est la liaison avec la masse oscillante. Quand la masse oscillante va tourner, cette roue va tourner et ça va faire tourner le barillet. Et là, on a le système en fait de remontage automatique qui est vraiment très spécial à Seiko, qui s'appelle le Magic Lever, avec ces petites pinces qui vont venir bouger de droite à gauche sur cette roue là qu'on vient de mettre. Et c'est ça qui fait remonter, et c'est ça quand la masse oscillante tourne, qui fait tourner cette petite roue dans les 2 directions. Donc encore, c'est un système qui est complètement différent des Suisses, qui ont, des roues, à sens enfin qui peuvent fonctionner dans les 2 sens, qui peuvent renvoyer dans les 2 sens. Chez Seiko, ben voilà, ils ont une solution, qui est pas du tout la même avec ce Magic Lever, voilà, qui vient se positionner autour de cette roue là. OK, on va pouvoir mettre les 2 vis. Voilà. Et une fois que ces vis ont été installées, on va pouvoir mettre le rotor au centre, donc qui est très lourd forcément, c'est le but. Donc on voit que le trou là est pas parfaitement rond, donc voilà, il faut venir le placer. Et la vis qui vient sécuriser, qui vient garder la masse oscillante en position. On voit le balancier là qui tourne plutôt pas trop mal. Et donc on verra aussi quels résultats on a obtenus. Parce que vous vous souvenez, sur le time grapher, les résultats quand on a eu la montre étaient pas fantastiques, avec elle perdait 50 secondes. Donc là, on ferme le boîtier. Perdait 50 secondes, un bit error qui était très haut, à plus de 6, et une amplitude à 177. Donc, à voir ce qu'on va obtenir comme résultat. Maintenant, c'est toujours le moment de vérité après, après une révision. Et voilà, le boîtier est fermé. Je vais juste le fermer avec la clé. Voilà, parfait. Et voici les résultats. Donc, on voit l'amplitude qui est beaucoup plus haut, à 215, le bit error à 0,3. Donc, parfait. Et la montre qui gagne à peine 5 secondes par jour, et quand c'est stabilisé, c'est même un petit peu moins que ça. Donc on avait vraiment une montre qui tourne beaucoup mieux là, et une superbe montre japonaise. Voici le produit fini sur mon poignet. Une montre qui va rester dans ma collection avec un chrono. J'adore les chronos, et un chrono qui est vraiment particulier. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.